Bonjour Julien Bayou, merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin. Secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, vous soutenez bien évidemment Yannick Jadot dans cette présidentielle et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Yann, bonjour Monsieur Bayou. Bonjour. Et l'actualité, pour commencer, du côté de la Corse, Julien Bayou, Gérald Darmanin s'y trouve actuellement. Hier, il a longuement discuté avec les élus de l'île. Il va rester d'ailleurs jusqu'à vendredi pour poursuivre ces discussions. Gérald Darmanin qui est prêt à aller jusqu'à l'autonomie. Il parle d'un calendrier qui pourrait aller jusqu'à la fin de l'année, avec un texte à la fin de l'année en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Yannick Jadot, lui, s'est positionné clairement en faveur d'une autonomie. Et depuis longtemps. Lors de sa visite en Corse, c'était effectivement il y a plusieurs semaines. Est-ce que, du coup, vous êtes satisfait de la position du gouvernement ? Moi, j'y vois de l'improvisation totale. Écoutez, il a fallu un drame et la tentative d'assassinat de Ivan Colonna pour que le gouvernement se préoccupe de la situation en Corse. Ça fait plus d'un an qu'il y a une majorité, celle de Gilles Simeoni, président de l'exécutif corse, pour engager des discussions. L'Assemblée des régions de France avait déjà dit qu'il fallait envisager l'autonomie de la Corse. À l'unanimité des présidents de région d'ailleurs. Emmanuel Macron préside en jacobin depuis Paris et discute quand ça l'arrange. Et donc là, il a fallu attendre une flambée de violence historique, dramatique, et peut-être un calendrier électoral. Donc en fait, on est dans l'impro la plus totale, et par respect pour la Corse, par respect pour ces questions fondamentales de décentralisation et d'autonomie, ça ne se fait pas sur un coin de table quand le ministre de l'Intérieur s'est réveillé plus ou moins mal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment Yannick Jadot, lui, gérerait la situation? On parle d'autonomie, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce terme chez les Verts? Nous appelons ça la subsidiarité. Alors c'est un grand mot de grand matin, mais c'est en gros prendre la décision au plus proche des concernés. Il y a des sujets qui se traitent au niveau européen, l'évasion fiscale, le dérèglement climatique, les grands investissements. Et puis il y a des décisions qui se prennent de manière différente selon que vous êtes à Brest, à Bastia ou à Lille. Et en particulier, l'idée c'est de confier à la Corse des pouvoirs législatifs ou quasi législatifs. Mais est-ce que le régalien resterait de compétence nationale et du côté de l'État, mais on pourrait avoir un pouvoir réglementaire ou quasi législatif sur certains sujets. Ils pourraient lever leurs impôts, par exemple? Oui, bien sûr, c'est une revendication de longue date des écologistes que les régions, qui sont un outil important, et qui sont aujourd'hui, les régions françaises, ce sont des nains politiques ou économiques par rapport aux Länder allemands ou aux régions espagnoles, bien sûr, que les régions gagnent en autonomie, y compris financière. Mais est-ce qu'on peut imaginer un rapprochement avec le statut de la Polynésie française? On sait que l'État, par exemple, examine cette question. C'est autorisé par un article 74 de la Constitution. Est-ce que vous pensez à ça? Moi, je souhaite que ce débat puisse s'engager dans un dialogue hors situation de violence. Vous voyez, c'est toute la différence. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il fallait faire face à la violence? Tout à l'heure, vous nous avez dit, Gérald Darmanin s'est réveillé plus ou moins mal. Ça veut dire qu'il a mal géré la situation depuis une dizaine de jours? Écoutez, le problème, au départ, c'est la situation du détenu Ivan Colonna, qui est maintenu sur le continent, alors que le droit permet le rapprochement. C'est la demande des familles, c'est la demande un grand nombre de responsables politiques, y compris évidemment Yannick Jadot, appliquer le droit. Il fait de la prison, il est condamné, il y a eu des décisions de justice. Le droit commun permet le rapprochement pour éviter que sa famille et ses proches doivent aller sur le continent, et donc en fait il n'ait pas accès à ce droit, tout simplement. C'est cette situation de non-respect du droit qui a suscité énormément de tensions. Et à la fin, on improvise complètement. Que vous expliquez comment? Pour des questions politiques? Je pense que le gouvernement a voulu faire le dur, oui, plutôt que d'appliquer le droit. Et on est très très loin, vous voyez, du respect, du dialogue, de la concertation. C'est dans les situations de respect qu'on peut envisager des sujets aussi sérieux que l'évolution du statut. Et un dernier mot là-dessus, vous demandez le rapprochement immédiat des deux autres membres du commando Erignac? Évidemment, appliquons la loi. On va parler du plan de résilience, lui. Oui, plan de résilience pour contrer les sanctions et les effets de la guerre en Ukraine. Il a été présenté hier par le Premier ministre. Est-ce qu'il est à la hauteur des conséquences de la guerre, selon vous? Mais là encore, improvisation. C'est-à-dire que
nous avons une partie de la population qui est prise à la gorge par les dépenses contraintes. Hein. C'est le loyer, c'est le carburant, c'est bien sûr l'énergie. C'est pas nouveau. Les Gilets jaunes en 2018 disaient déjà ça. Nous n'en pouvons plus. Les salaires sont trop bas et les dépenses augmentent, notamment le carburant. Qu'a fait le gouvernement pour anticiper cette situation, pour corriger cette situation de vulnérabilité? Rien. Rien. Ils ont improvisé pendant 3 ans. On nous dit qu'ils ont géré des crises. En fait, ils n'ont absolument rien géré. Et donc, à nouveau, se pose la question de l'augmentation des pics. On est rentré dans une phase où on va avoir des crises de l'énergie, des flambées de prix de l'énergie. Et le gouvernement n'a rien fait. Mais alors, qu'est-ce que vous auriez proposé? Excusez-moi, parce qu'en effet, il y a eu des réponses, on va dire, paramétriques au travers du chèque énergie, ou bien là, de l'annonce d'une baisse de 15 centimes sur le tarif des énergies, de l'essence. Est-ce que vous auriez proposé quoi? Alors nous proposons avec Yannick Jadot, de longue date, d'augmenter le chèque énergie et de l'étendre à plus de 15 millions de ménages, d'engager la tarification sociale, c'est-à-dire que les premiers kilowattheures soient gratuits, hein, parce qu'il y a une notion d'usage. Les premiers kilowattheures qui vous amènent à 18 ou 19 degrés, c'est-à-dire que la base du confort, sont plus intéressants, plus utiles que ceux qui vous amènent là-dessus à 21, 22 degrés. Et donc les premiers, c'est la tarification sociale, c'est la même chose pour l'eau. Les premiers mètres cubes d'eau qui vous permettent de vous laver ou de faire la cuisine sont plus utiles que ceux qui permettent de remplir troisième fois la piscine. Excusez-moi, M. Bayou, mais sur la tarification, plutôt sur le chèque que vous prévoyez sur le chèque essence, le problème, c'est le chèque énergie. Ça ne résout pas le problème de fond systémique. En fait, ça répond à des crises et à des pics de prix tels qu'on peut les avoir. C'est plus utile parce que là, aujourd'hui, le fait de la réduction à la pompe, les 15 centimes, aide finalement 2 fois plus quand vous avez un gros réservoir type SUV qui consomme plus. En gros, vous aidez 2 fois plus celui qui a un SUV avec des revenus conséquents que la personne qui a une Clio. Donc, c'est pas nouveau, je le redis, qu'il y a des personnes dans ce pays qui doivent faire des dizaines de kilomètres chaque jour pour pouvoir se rendre à leur travail. C'est des infirmières qui font plus les heures de garde. C'est des enseignants qui consacrent énormément de leur part de leur revenu. Donc vous êtes sur la même méthode que le gouvernement, mais c'est plutôt une différence de degré, en fait, de chèque. L'aide est indifférenciée. Disons les choses, l'aide est indifférenciée quand c'est à la pompe, et donc on aide beaucoup plus ceux qui consomment le plus, même s'ils ont des revenus beaucoup plus conséquents. Donc le chèque énergie est ciblé, il est augmenté, il est élargi pour un plus grand nombre de ménages, jusqu'à 15 millions de ménages. Et puis engageons enfin la rénovation thermique, la réduction des dépenses contraintes, la réduction de la vulnérabilité. Il y a 3 millions de passoires énergétiques, 5 millions de passoires énergétiques dans ce pays. Le gouvernement avait promis d'en rénover 80 000. La Cour des comptes vient de nous dire que c'était en fait 2500. 30 fois moins. C'était déjà pas à la hauteur, 80 000. Mais ils en font finalement 30 fois moins qu'annoncé. Alors que c'est une panacée. C'est une bénédiction pour l'emploi local, pour l'artisanat, pour le BTP. C'est du gain de confort, c'est du gain pour le porte-monnaie, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé. Qu'est-ce qu'on attend? Vous voyez, ça fait des décennies qu'on le demande, que la Fondation Abbé Pierre le demande. La Convention citoyenne pour le climat l'avait proposé. Emmanuel Macron avait dit, c'est super la Convention citoyenne pour le climat. Vos propositions, je les jette à la broyeuse. Qu'est-ce que ça veut dire d'improviser autant et soi-disant de gérer, alors qu'en fait, on est dans l'impro la plus complète? On va parler de l'Ukraine, Julien. Oui, alors on passe à la situation dramatique, on le voit, on continue d'entendre parler des bombardements. Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre. Bien sûr. Les mots du président américain sont bien plus forts qu'en France, où on ne souhaite pas le taxer de dictateur. On l'a vu lors du dernière émission avec Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Beaucoup de pudeur de la part d'Emmanuel Macron. Trop écoutez, oui. Il aurait dû dire Vladimir Poutine est un dictateur. Moi, je comprends qu'on entretienne un dialogue, parce qu'à un moment, il faudra bien organiser la paix. Simplement, je trouve qu'il y a eu beaucoup de naïveté ou d'arrogance de la part d'Emmanuel Macron, de recevoir à Versailles en grande pompe Vladimir Poutine. D'ailleurs, à la fin de ce quinquennat, finalement, on reçoit le sommet européen à Versailles pour, entre guillemets, corriger la naïveté, l'arrogance d'avoir reçu Vladimir Poutine tout seul. Il y a eu une part de naïveté. Vladimir Poutine. Est-ce que c'est pas, excusez-moi, est-ce que c'est pas le fait justement de l'avoir invité à Brégançon ou à Versailles qui permet au chef de l'État à l'heure actuelle d'avoir un contact assez privilégié avec Vladimir Poutine et de pouvoir lui parler et de pouvoir lui proposer justement des solutions diplomatiques?
Pour l'instant, je ne les vois pas. Je dis bien qu'il faut maintenir un contact. Je ne dis pas que je crois qu'il sort grand-chose de ces longues conversations. Non, je le redis. Inviter Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles, c'est tout à fait différent d'entretenir un contact diplomatique. Le tutoyer et l'accueillir à Brégançon, c'est tout à fait différent de la cordialité diplomatique. On a eu... C'est pas nouveau. Et le traité de dictateur, de la part, par exemple, de Yannick Jadot, est-ce que c'est une façon pour vous d'entretenir un canal diplomatique? C'est une logique de dire les choses. Vladimir Poutine, mais vous pensez que ça favorise les relations avec Vladimir Poutine? Je crois que c'est important de dire les choses. Vladimir Poutine a rasé Grozny. Vladimir Poutine a rasé Alep. Vladimir Poutine a envahi la Géorgie au mépris du droit international. Vladimir Poutine. Est-ce que c'est un criminel de guerre selon vous? Est-ce que vous suivez Joe Biden? Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est important de le dire. Si on ne dit pas les choses... Est-ce donc un criminel de guerre? Mais oui. Oui, et je pense que d'ailleurs la Cour internationale pénale s'en est saisie. Et donc s'en est saisie, mais il n'y a pas les conclusions pour l'instant. Mais la Russie dit que ce sont des mots impardonnables. Est-ce que c'est pas envenimer la situation à la période actuelle? Écoutez, celui qui envenime la situation, c'est celui qui envahit un pays pacifique voisin. On peut aller plus loin dans l'escalade, vous êtes d'accord? Il y a des complaisances coupables, notamment de la part de l'extrême droite. Vous savez que le Front National, qui est une campagne présidentielle aujourd'hui, possible uniquement parce qu'un oligarque russe a prêté les 8 ou 9 millions nécessaires pour éviter que le Front National ne fasse faillite. Le Front National est un actif russe. Et donc, évidemment, les soi-disant patriotes qui voulaient protéger la grandeur de la France étaient prêts, en fait, à sa vassalisation. Ça n'est pas... c'est l'extrême droite qui est, en fait, si on doit reprendre des termes malheureux, le parti de l'anti-France. On a vu la même chose en Autriche, où c'était le Premier ministre d'extrême droite qui, en fait, avait les liens les plus prégnants avec y compris les services secrets russes. Sur les sanctions. Ceux qui s'opposent et qui permettent de garantir une fermeté européenne, une solidité européenne face à l'impérialisme russe, ce sont les écologistes. Nous ne nous sommes pas découverts pro-Ukraine ou pro-paix en Ukraine avant-hier. Moi, j'étais moi-même observateur électoral. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? C'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il est plutôt piégé dans une vision très 1950. Vous savez, c'est la conférence de Bandung, les non-alignés. Moi, je crois que quand il y a un pays pacifique, démocratique, qui est agressé, il faut pouvoir dire nous sommes du côté. Donc vous faites une différence. Oui, bien sûr. Est-ce que jusqu'où il faut aller? C'est daté, disons, pour Jean-Luc Mélenchon, tout ce qui est anti-États-Unis est bien. Je pense que la situation dans ce monde au XXIe siècle est un tout petit peu plus complexe et qu'il y a un enjeu de construire une défense européenne. Nous le disons depuis des décennies avec un petit peu. Mais justement, je suis désolé, et les choses progressent, le débat progresse. Est-ce que les écologistes ne rompent pas aussi avec une tradition plutôt pacifiste et là sont en train de vanter finalement les vertus de la guerre? Mais le pacifisme, ça n'est pas regarder une population se faire massacrer par un agresseur. Mais donc il faut continuer à livrer des armes. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans les livraisons d'armes? Est-ce que vous êtes plutôt favorable, par exemple, à livrer des avions de chasse au gouvernement ukrainien? C'est Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, pacifiste par excellence, qui disait vraiment, si vous ne prenez pas parti face à une injustice, vous êtes du côté de l'agresseur. Donc j'insiste là-dessus. Mais ça, c'est de la théorie. Non, très concrètement, très concrètement, ça s'appelle jusqu'où va-t-on dans les sanctions? Est-ce que, par exemple, il faut couper le robinet du gaz et du pétrole, alors qu'on n'en a pas forcément les moyens? Bien sûr. Alors, non seulement il faut soutenir la résistance ukrainienne, parce que la résistance ukrainienne se bat pour la paix et la sécurité en Europe tout entière, bien sûr. L'Ukraine a droit à la sécurité. Mais il n'y a pas de paix et sécurité en Europe si l'Ukraine ne peut pas en bénéficier. Il faut être très clair. Ensuite, il faut les sanctions les plus dures, d'abord ciblées à l'égard de Vladimir Poutine et de toute son équipe et de l'appareil d'État. Et puis, il y a un sujet, c'est que Total doit quitter la Russie. C'est pas possible que Total fasse des profits sur finalement le dos. Toutes les entreprises françaises doivent quitter le. Mais les entreprises américaines le font. Pourquoi les entreprises françaises donc ne le font pas? Auchan, Danone, toutes les entreprises doivent quitter la Russie. Nous finançons l'effort de guerre de Poutine. Non, mais très concrètement, toutes les entreprises françaises doivent quitter. Je vous réponds oui. On va avancer, Julien Bayou. Un mot sur les propositions de Yannick Jadot en matière d'école, puisqu'il est présent ce matin dans le journal de La Croix. Tous les pays qui obtiennent de meilleurs résultats scolaires que nous ont moins de congés. C'est ce qu'il dit. Est-ce que, clairement, vous dites, vous allez réduire, si vous êtes élu, les vacances scolaires? Ce que dit Yannick Jadot, c'est qu'il faut pouvoir ouvrir une discussion sur les rythmes scolaires. Il présentera ces propositions lundi. L'idée, c'est une conférence où on prenne enfin l'avis de toutes les parties prenantes. Pour se dire les choses très franchement, aujourd'hui, les vacances scolaires, elles ne sont pas calées sur le rythme des enfants. Elles sont calées sur les besoins de l'industrie touristique du ski, les circuits d'hiver. Et donc, on a
un truc un peu bizarre, absurde, où en fait c'est l'enneigement des stations de ski et le fait que c'est moins de 10% des Français et Françaises qui vont au ski, tant mieux pour eux, mais vraiment c'est une toute petite partie de la population. Mais l'ensemble des rythmes scolaires de l'ensemble des élèves du pays est rythmé sur l'enneigement de certaines stations. Mais alors vous proposez quoi, M. Bayou, en fait? Et donc une grande conférence où on puisse discuter avec les parents d'élèves et prendre l'avis enfin des enseignants, parce que c'est vrai que réduire peut-être les vacances scolaires permet d'avoir de meilleurs résultats. C'est ce qu'on constate en Allemagne, par exemple, ou dans d'autres pays. De combien? Discussion à mener. Votre avis. Je ne peux pas vous dire que moi je suis spécialiste de l'éducation. Ouais. Ce que je constate et ce que je trouve particulièrement absurde, c'est que quand j'étais élève, eh bien on me disait que c'était le taux d'enneigement à Chamonix ou ailleurs qui déterminait la date des vacances scolaires. Je pense que ça n'a pas de sens. On va parler de présidentielle. Oui. Emmanuel Macron est en conférence de presse cet après-midi pour présenter son programme. Il était temps. Il était temps. Écoutez, on a une drôle de campagne, ou de pré-campagne, parce que la campagne n'a pas encore particulièrement forcément démarré, qui a été évidemment empêchée par le Covid. L'ensemble de la population avait la tête à la santé, à celle de ses proches, et qui est désormais escamotée par un président qui ne veut pas vraiment faire campagne, ou plus exactement qui présente son projet, mais qui ne veut pas débattre. Il refuse la confrontation. En fait, on avait un président de la République qui voulait se la jouer start-up et révolution démocratique, et qui aujourd'hui fait rentier monarchique. Il profite le plus possible de cette position en surplomb pour ne pas faire de confrontation. Il nous disait « j'ai pas le temps, je m'occupe des relations internationales ». Et tout le monde comprend. Simplement, lundi, il était sur la chaîne TF1 pour un grand oral, mais en fait, il ne veut pas débattre. Mais vous n'étiez pas obligé d'accepter ces conditions. Nous sommes pour le débat, donc nous faisons l'ensemble mais vous pouvez débattre sans lui. Débat d'ailleurs hier face à Marine Le Pen et ce soir face à Zemmour, parce que face à la barbarie, face à l'extrême droite, face aux menaces à l'égard de la démocratie, l'écologie apporte des solutions. Et c'est important de pouvoir le faire projet contre projet. Mais quand le président esquive la confrontation, en fait, il esquive les critiques à l'égard de son bilan ou sur la vacuité de son projet. Et quand Gérard Larcher, le président du Sénat, parle d'illégitimité, s'il n'y a pas de campagne, vous le suivez sur... Oui, je rejoins Gérard Larcher. Il a pointé effectivement un risque, c'est que s'il n'y a pas de confrontation sur le bilan, si Emmanuel Macron est réélu en ayant fait un peu campagne sur les fonds publics, comme ça a été le cas avant qu'il ait Donc il a fait campagne. Déclaré, et puis qu'il a refusé la confrontation. Et qu'il nous dise « j'ai été élu à la faveur de la situation, mon projet est validé ». On avait bien vu déjà en 2017 que des parlementaires ne savaient pas s'ils avaient été élus parce qu'ils étaient candidats ou parce que Macron les avait désignés. Ça pose un problème de légitimité, effectivement, d'arrogance et de légitimité du projet. Et donc c'est pour ça que nous réclamons à nouveau qu'Emmanuel Macron daigne descendre dans l'arène, se confronter à son opposition. Un mot sur la primaire populaire qui a demandé hier pardon à ses électeurs pour avoir décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon et non Yannick Jadot, qui était pourtant arrivé deuxième à cette consultation. Un choix qu'ils ont justifié au nom du réalisme, Jean-Luc Mélenchon étant, je cite, le plus à même de gagner pour porter nos idées au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ne laissons personne nous dicter le résultat de l'élection. Je pense que vraiment, cette idée de suivre les sondages, évidemment, est importante, tout le monde le regarde. Mais rien n'est joué dans cette élection. C'est tout ce qui se joue dans les 2-3 semaines. On nous disait que tout était plié, que l'écologie, finalement, était un sujet un peu abstrait, que la question d'une défense européenne était un peu abstraite. La crise en Ukraine révèle profondément le fait que ce qui se joue le 10 avril, c'est pas juste une élection de plus, c'est pas un mandat de plus, c'est vraiment des choix de société, même des choix de civilisation. Paix en Europe ou non, plus ou mieux d'Europe ou non. Et je pense que les forces politiques qui ont dit que la France serait plus forte si elle faisait un pas en arrière en Europe sont profondément disqualifiées. L'improvisation complète du gouvernement sur la Corse, sur la question de l'indépendance énergétique, la vraie, sur la question de la rénovation thermique, sur la question de la réduction des dépenses contraintes, sur le fait qu'aujourd'hui dans ce pays, on n'est pas payé la valeur travail, le travail ne paye pas. Ce gouvernement nous a toujours dit que le SMIC était trop élevé pour qu'on fasse un coup de pouce et autres. Il y a des enjeux majeurs de climat, de justice sociale, de démocratie. On nous disait que tout était joué et que cette élection était finalement juste une élection de plus. Au contraire,
Voilà, au contraire, avec la situation en Ukraine, mais est-ce que cette situation... la profondeur de vision des écologistes, qui avaient anticipé ces sujets depuis des décennies et qui sont désormais les mieux à même pour gérer la transition. Compte tenu des derniers sondages, M. Bayou, Yannick Jadot à 6,5%, donc avec quand même peu de chances de franchir le pas du premier tour. Faites tous les commentaires du monde que vous voulez. Premier tour. Faites tous les commentaires du monde que vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas la campagne? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'un accord, encore une fois, avec d'autres forces de gauche pour justement vaincre Emmanuel Macron au deuxième tour? Tous les commentaires que vous voulez. Moi, je dis aux personnes qui nous regardent... C'est pas un commentaire, c'est une question. Ne vous laissez pas dicter votre vote. Un dernier mot sur le vote utile pour le climat, pour vous, pour vos proches, pour le pouvoir de vivre, c'est le vote écologiste, tout simplement. Un dernier mot sur les législatives. Vous nous confirmez que vous avez reçu une lettre de la France Insoumise pour un accord pour les législatives? Non, mais ça, c'était un truc de tacticien. Il l'a envoyé à Libération avant de me l'envoyer à moi. Donc, mais vous l'avez eu? Mais vous l'avez eu? Oui, bien sûr. Et alors oui. Est-ce que vous êtes prêt à un accord pour les législatives avec la France Insoumise ou pas? Quand c'est pas à la hauteur de leurs espérances, ils envoient un courrier pour dire qu'ils veulent faire une fédération populaire ou quoi. Mais enfin, c'est toujours un peu la même chose. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas construit de logique de rassemblement ces derniers temps. Sinon, le Parti communiste n'aurait pas fait sa campagne par ailleurs. Donc il n'y aura pas d'accord pour les législatives avec la France Insoumise? On est en campagne, on se concentre sur la présidentielle. Vu la situation, je le redis, vu la situation, les solutions écologistes qui pouvaient paraître un peu abstraites, quand nous disions fin du monde, fin du mois, même climat, quand nous disions paix en Ukraine, climat, même combat, ça pouvait paraître un peu abstraite. Les logiques de défense européenne, les logiques de l'Europe et l'échelon de la solution pour la transition écologique, on est en plein dans le mille. Ce sont des sujets majeurs qui se jouent le 10 avril, et donc laissons la campagne se dérouler. Et chacune prendre la mesure des enjeux du vote du 10 avril. Merci Julien Bayou. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. La une de la Voix du Nord, Julien, c'est Lille qui malheureusement a perdu. Mais ce sont aussi les aides gouvernementales qui vont alléger la facture. C'est plus important peut-être. Merci. Pas pour les Lillois. Pas pour les Lillois. Merci beaucoup Julien. Merci Julien Bayou.